les cinquièmes, on se retrouve dans cette petite vidéo pour continuer notre chapitre sur l'affirmation de l'autorité du roi entre le XIe et le XVe siècle. Nous avons vu dans une vidéo précédente que Philippe Auguste avait réussi à étendre le domaine royal et avait réussi à vaincre finalement les ambitions des grands seigneurs. Nous allons voir que par la suite, ça va être plus compliqué, que va s'amorcer une période de grands conflits qui s'appelle donc la guerre de 100 ans. Sachant que la guerre de 100 ans a quand même débuté un petit peu auparavant, nous l'avons vu, cette guerre de 100 ans qui oppose français et anglais a déjà eu des prémices avec, bien entendu, les complications du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII. Donc, quelles sont les origines de la guerre de 100 ans ? Si l'on regarde ces deux documents, on comprend assez rapidement que la première cause de la guerre de 100 ans, finalement, c'est une crise de succession. Si l'on regarde l'arbre généalogique que vous avez juste ici, on voit pourtant que Philippe IV le Bel, qui a régné entre 1285 et 1314, avait quand même 3 fils pour lui succéder. Louis X le Hutin, pourtant, ne régnera que entre 1314 et 1316, soit à peine 2 ans. Et il n'aura pas de fils pour lui succéder, puisque son fils meurt la même année que lui. Son deuxième frère prend sa succession et prend le nom de Louis V le Long. Mais lui-même ne va pas régner très longtemps, puisqu'il va régner 6 ans et va mourir sans descendant. À son tour, son frère Charles IV prend le trône en 1322 et ne va pas régner très longtemps puisqu'il meurt en 1326, soit 2 ans après, et à nouveau sans héritier. Donc on a effectivement une crise de succession, comme c'était le cas pour les Carolingiens, qui après Louis V n'avaient plus d'héritier, de descendants mâles pour venir reprendre le trône. Ici, on peut se dire que Isabelle est une descendante de Philippe IV, c'est sa fille, et elle a épousé Édouard II, roi d'Angleterre, donc elle pourrait reprendre le trône. Mais on va s'appuyer sur 2 arguments pour ne pas lui donner le trône. Tout d'abord, effectivement, c'est une fille, et selon la loi salique, elle ne peut reprendre le trône, c'est bien redit dans le document rédigé par Jean de Venec dans ses chroniques au XIVe siècle, qui nous dit « Nombre de spécialistes du droit s'accordèrent cependant à déclarer qu'Isabelle, fille de Philippe le Bel, était écartée non en raison de son degré de parenté, mais de son sexe. » Donc, on voit bien que là, c'est la loi salique qui entre en jeu, mais en vérité, la loi salique était peu connue à l'époque. Ce qui dérangeait véritablement, c'est le fait qu'elle ait épousé un roi anglais, Édouard II. Regardez le texte à la suite. De plus, les Français n'admettaient pas, sans émotion, tu m'étonnes, l'idée de devenir des sujets du roi d'Angleterre. C'est pourquoi la garde du royaume fut finalement confiée par les grands seigneurs à Philippe, comte de Valois, qui n'est autre que le fils de Charles de Valois, le frère de Philippe IV le Bel. Donc on change de dynastie, on passe à la dynastie des Valois. Alors cette succession ne pose guère de problème à Édouard III, oui, puisqu'effectivement c'est lui qui a le trône, tout simplement parce qu'Édouard II, son père, a été destitué, détrôné par sa mère et son amant Roger Mortimer, mais ça c'est une autre histoire. Donc Édouard III est sur le trône d'Angleterre à 19 ans et ça ne lui pose guère de soucis que ce soit Philippe de Valois qui conserve le trône de France. Il lui prête même allégeance et lui promet d'être un vassal, puisqu'il y a les terres de Guyenne qui font que le roi d'Angleterre reste le vassal du roi de France. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas tellement Édouard III qui pose souci, il accepte cette succession, il lui rend même hommage, il fait un serment d'allégeance au roi de France, et il espère bien, en échange, que le roi de France va l'aider dans son conflit envers l'Écosse.
Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Le roi de France, ayant été sacré à Reims, ne va pas du tout s'appuyer sur cette faveur que lui fait Édouard III. Le roi de France a besoin de terre. Sa population a beaucoup augmenté depuis ce dernier siècle et il n'y a pas assez de terre pour produire assez de nourriture pour alimenter toute sa population. Donc il a besoin de terre pour produire plus. Donc il va s'en prendre aux terres possédées par le roi d'Angleterre dans son royaume. Et il va décider d'annexer le duché de Guyenne, ce que ne va pas du tout accepter Édouard III. Mais en plus, le roi de France ne va pas se contenter du duché de Guyenne, il va également attaquer le royaume d'Angleterre en s'attaquant au port de Southampton et au port de Portsmouth. Il s'attaque également aux îles à proximité du royaume de France, il s'attaque à Jersey. Et c'est véritablement ça, et non pas tellement la succession, qui va créer le conflit entre l'Angleterre et la France, entre Édouard III et Philippe VI de Valois. Pour marquer son opposition et le début du conflit contre le royaume de France, Édouard III décide d'arborer les armoiries du royaume de France. Il revendique finalement au nom de sa mère le trône de France. Et donc il arbore sur ses tenues, sur son blason, à la fois les armoiries des Plantagenets, les 3 lions dorés, et le fleur de lys français avec la couleur bleue. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Ensuite, donc il le fait à partir de 1340. Et à partir de juin 1340, il va également organiser une attaque, la première attaque des Anglais, et qui va être une lourde défaite pour les Français. Il y a énormément de navires qui vont être brûlés et de soldats qui vont être tués. Mais la bataille décisive véritablement entre Édouard III et Philippe VI de Valois, c'est la bataille de Crécy, le 26 août 1346, donc 6 ans plus tard, dans la Somme, qui va être décisive et qui va marquer finalement la faiblesse du royaume de France par rapport au royaume anglais. Et ce qui fait cette supériorité du royaume d'Angleterre, ce n'est pas tant le nombre de soldats qu'ils peuvent déployer sur le champ de bataille, parce que les Français sont bien plus nombreux que les Anglais. Si on regarde cette enluminure ici, on voit bien que les Français sont plus nombreux que les Anglais. Mais il y a quelque chose qui fait leur supériorité et il faut regarder l'armement. Les Anglais ont des arcs longs et ils peuvent décocher bien plus de flèches à la minute que les arquebuses que présente l'armée française. Et c'est ça qui va finalement terrasser l'armée française. Donc Philippe VI apparaît terrassé par la puissance militaire de Édouard III, mais il reste un roi de France. Il va devoir concéder un certain nombre de territoires au roi d'Angleterre. Et de plus, malheureusement pour lui, Philippe VI doit faire face à un événement, à une épidémie terrible, c'est celle de la peste noire entre 1347 et 1352, cette épidémie qui va emporter entre un tiers et la moitié de la population en Europe. Philippe VI de Valois meurt en 1350 et va laisser sa place à son fils Jean de Lebon. C'est Jean de Lebon qui va prendre la succession donc de Philippe VI de Valois en 1350. Il doit faire face à de nombreuses attaques menées par le fils d'Édouard III qui se fait appeler le Prince Noir. La véritable bataille entre le roi d'Angleterre et le roi de France va se dérouler à Poitiers en 1356. Et comme pour la bataille de Crécy, c'est une véritable catastrophe puisque le roi de France va tout simplement être fait prisonnier avec son fils et un très grand nombre de comtes et de ducs.
Donc c'est une très lourde défaite une nouvelle fois pour la France. Le royaume de France est amené à payer une très forte rançon pour faire libérer le roi après 4 ans de captivité et après avoir signé le traité de Brétigny en 1360. La situation est catastrophique pour la France qui a perdu un très grand nombre de territoires. Elle a dû payer une forte rançon qui l'a ruinée. Elle a dû faire face à la peste qui a tué une très grande partie de sa population. Et en plus, nous avons les Bretons qui se sont alliés aux Anglais. Donc la situation française est des plus catastrophiques. Mais au moins, le traité de Brétigny va instaurer une paix relative entre les Anglais et les Français, ce qui va pouvoir faire souffler un petit peu le royaume de France. Le conflit entre les Français et les Anglais va véritablement reprendre à partir du règne de Charles VI en 1380, qui doit affronter Henri V. La grande bataille de son règne, c'est la bataille d'Azincourt qui a lieu le 25 octobre 1415 dans le nord du royaume de France. Et à nouveau, ce qui fait défaut à l'armée française, c'est la même faiblesse que pour la bataille de Crécy, c'est l'armement. Les Anglais vont à nouveau utiliser leurs archers qui sont redoutables et ils vont décimer l'armée française. Donc on raconte que l'armée française était 2 fois plus nombreuse que l'armée britannique, que l'armée anglaise, mais les historiens reviennent un petit peu sur cette idée. Les 2 armées auraient été équivalentes et ce qui fait véritablement la victoire des Anglais, c'est véritablement l'armement, l'utilisation de ces archers. Ensuite, Henri V parvient à faire un très grand nombre de prisonniers, même si cette fois-ci le roi n'en fait pas partie. Il y a de très grands nobles parmi les prisonniers. Et Henri V fait quelque chose de scandaleux pour l'époque. Il fait massacrer, il fait exécuter tous ces grands nobles à la fin de la bataille. Et ça va marquer un grand tournant dans l'histoire de la guerre au Moyen-Âge. Ensuite, cette défaite marque également une très grande perte des territoires pour le royaume de France, puisque l'on voit que le roi de France doit céder la Normandie, la Bretagne, et que finalement les Anglais possèdent une très grande influence sur tout le nord du royaume de France, puisque les Bourguignons, dont on voit le territoire ici sur la carte, vont devenir les alliés des Anglais. Donc ici, pour comprendre pourquoi les Bourguignons vont devenir les alliés des Anglais, il faut revenir sur un élément important que je vais vous expliquer tout de suite. Pour comprendre l'alliance entre les Bourguignons et les Anglais, qui va être fondamentale pour la suite de la guerre de 100 ans, il faut revenir sur un épisode et revenir sur la personne de Charles VI. Charles VI est également appelé Charles le Fol, c'est-à-dire le fou. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est pris comme ça d'accès de démence de temps en temps. Il perd l'esprit et notamment en 1392, alors qu'il allait en Bretagne, il va sans raison aucune assassiner 6 membres de sa garde. Et donc ça fait partie des histoires rapportées par les chroniqueurs qui illustrent la folie du roi. Donc ce roi qui est pris entre folie et épisode de lucidité va être placé sous l'influence, sous la régence de personnages très puissants comme son frère, Louis Ier d'Orléans, ou encore son oncle, Jean Ier de Bourgogne, c'est-à-dire Jean sans peur. Et bien entendu, ces 2 personnages sont très puissants et vont vouloir tirer la couverture à eux, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir avoir le plus de pouvoir possible à la place du roi. Et bien sûr, ils vont entrer en rivalité. Donc, l'un ayant peur que l'autre le fasse assassiner, il agit en premier. Et donc, Jean sans peur fait assassiner Louis Ier d'Orléans en 1407. Et son fils, Louis Ier d'Orléans, fait appel aux Armagnacs
pour le venger. Et ce sont ces mêmes Armagnacs, c'est ce clan qui va défendre également le fils de Charles VI, celui qui sera le futur Charles V. Donc ils défendent et le fils de Louis Ier et le fils de Charles VI, qui sera donc le futur Charles V. Ils décident d'intervenir lors d'une rencontre à Montereau. Ils devaient se réconcilier avec Jean sans peur, mais ça tourne mal et Jean sans peur est également assassiné. Et c'est pourquoi Philippe le Bon décide, donc Philippe le Bon également appelé Philippe le Hardi, va décider d'entrer dans cette alliance avec les Anglais. Et c'est pour ça qu'on a une guerre civile en France, à ce moment-là, entre deux clans, les Armagnacs qui défendent la lignée royale avec le descendant de Charles VI, qui est Charles, également, ils ont le même nom, c'est pas très pratique, c'est pas facile à suivre, et le clan des Bourguignons, qui veulent se venger de l'assassinat par Charles, donc de Jean sans peur, et donc ils font alliance avec les Anglais. J'espère que j'aurai été assez clair, hein. Donc deux clans, les Armagnacs qui sont pour le roi, et les Bourguignons qui soutiennent la domination anglaise. Le clan des Bourguignons fait signer à Charles VI, le 21 mai 1420, le traité de Troyes, qui est très important pour la France. En effet, il donne à Henri V, sa fille, il la donne en mariage à Henri V, ce qui lui permet d'obtenir la couronne de France. Pourquoi direz-vous? Eh bien tout simplement parce que le traité fait aussi déshériter son fils, qui ne peut plus donc accéder au trône de France. Mais malheureusement pour Henri V, il meurt juste avant que Charles VI meure également à son tour. Et donc c'est son jeune fils qui vient de naître en Angleterre qui doit obtenir la couronne de France. Mais il est très jeune. Donc c'est la Régence qui s'occupe du territoire français pour le jeune Henri VI. Et ils sont bien conscients que le roi, l'héritier de France, Charles, n'a pas laissé tomber ses prétentions au trône de France. Et donc ils veulent s'assurer qu'il n'ira pas à Reims pour se faire sacrer roi de France. Il monte donc le siège de la ville d'Orléans, qui représente l'un des points de passage stratégiques sur la Loire. C'est l'un des ponts entre le nord et le sud de la France. Donc ils veulent le contrôler. Charles, qui avait bien conscience de ne pas être en sécurité à Bourges, car il était très proche du territoire bourguignon, trouve refuge à Chinon. Je vous parle de Chinon car c'est un lieu très important, c'est là qu'il va y avoir la rencontre majeure pour notre futur Charles VII, s'il veut devenir roi de France. En effet, c'est bien à Chinon que Charles VII va rencontrer la personne la plus importante pour l'histoire de son règne, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est peut-être l'un des personnages les plus connus de notre histoire, avec Louis XIV, Napoléon, etc. Mais tout le monde connaît au moins quelque chose sur Jeanne d'Arc, notamment qu'elle entendait des voix et que ce sont ces voix qui l'ont poussée à quitter son village natal de Domrémy pour aller rendre visite au roi et lui dire qu'il faut qu'il se fasse sacrer à Reims pour devenir le roi de France et qu'on puisse chasser les Anglais du royaume de France. Et effectivement, donc, elle aurait rencontré le roi de France à Chinon, et selon la légende, le roi se serait déguisé parmi ses courtisans pour que Jeanne ne puisse pas le reconnaître, et que si Jeanne était effectivement dotée de ces pouvoirs miraculeux, que Dieu la soutenait, eh bien, ces voix lui indiqueraient qui est le roi parmi la foule, et donc il l'atteste en quelque sorte. Et effectivement, elle le reconnaît et le désigne, malgré son déguisement, comme étant le roi de France. Donc,
Ça fait partie de la légende entourant Jeanne d'Arc. Maintenant, les historiens affirment plus ou moins que Jeanne d'Arc aurait rencontré auparavant dans une autre salle le roi de France pour pouvoir discuter avec lui et qu'ensuite aurait eu lieu cette mise en scène pour convaincre bien entendu les grands seigneurs de l'importance de cette jeune femme et de sa mission à entretenir par la suite, l'importance que Charles VII soit sacré roi de France. Donc même si les grands seigneurs sont réticents au début à confier une armée à une femme, c'est le soutien de la belle-mère du roi, Yolande d'Aragon, qui va peser de tout son poids dans le choix de cette grande figure féminine comme option de reconquête. Et donc les grands seigneurs se disent aussi que si Jeanne d'Arc échoue, eh bien ce sera de sa faute à elle et non pas de la faute au roi. Donc ils se disent pourquoi pas, on tente le coup. Les troupes de Jeanne d'Arc quittent donc Chinon et prennent la direction d'Orléans, qui est assiégée par les Anglais. Jeanne d'Arc et ses troupes vont finalement la reprendre le 8 mai 1429 et vont pouvoir poursuivre leur route en direction de Reims. Les communes de Troyes et de Châlons, puis de Reims, vont s'incliner devant l'armée de Jeanne d'Arc, dont la notoriété s'est très vite répandue. L'image de cette pucelle, envoyée de Dieu pour défendre le sacre de l'héritier légitime désigné par Dieu, finalement galvanise et crée un sentiment d'unité nationale, aussi bien autour de Jeanne d'Arc, qui symbolise et la victoire et bien sûr possède une dimension divine, et crée un sentiment d'union nationale autour du roi, du futur roi Charles VII, contre l'envahisseur anglais. Donc une nouvelle fois, on a cette union nationale qui se crée autour de la figure du roi, comme ça avait été le cas autour de la figure du roi après la bataille de Douville. Donc le roi Charles VII peut enfin se faire sacrer à Reims selon la tradition. Le 16 juillet 1429, il est sacré à Reims. Une fois sacré à Reims, le roi Charles VII n'a pas tellement envie de continuer les batailles contre les Anglais. Il n'a pas beaucoup d'argent et la guerre n'est pas sa principale préoccupation. Contrairement à Jeanne d'Arc qui, elle, souhaite poursuivre sa mission et bouter tous les Anglais en dehors du royaume de France. Donc elle poursuit, bien qu'elle ne soit pas complètement soutenue par le roi, elle poursuit ses batailles contre les Anglais. Et ce qui devait arriver arriva. Elle a été faite prisonnière par les Bourguignons à Compiègne. Et les Bourguignons n'hésitent pas à la vendre pour une somme de 10 000 livres tournois aux Anglais qui vont la juger hérétique. Alors pourquoi ils la jugent ? Eh bien tout simplement pour discréditer sa mission et bien montrer qu'elle n'est pas une personne envoyée par Dieu mais par le diable et que finalement Charles VII n'a aucune légitimité, ce n'est pas un roi élu de Dieu. C'est aussi pour ça que Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431 alors qu'elle a 19 ans. Ensuite, Charles VII va poursuivre progressivement la guerre contre les Anglais. Mais tout d'abord, il va se rabibocher avec les Bourguignons en 1435 afin d'affaiblir les Anglais. Et ensuite, bien entendu, il va mener une dernière grande bataille qu'il va remporter, c'est la bataille de Castillon. Et cette bataille va être remportée parce que, pour une fois, ils ont un armement qui leur permet de l'emporter. C'est-à-dire qu'ils laissent la place, ils échangent les arbalètes contre des canons. On a enfin l'artillerie qui apparaît sur les champs de bataille et qui va décimer cette fois-ci l'armée anglaise.
et qui va être battu donc à Castillon, hein, qui est au sud de la France, à côté de Bordeaux. Donc cette bataille va marquer la fin de la guerre de 100 ans, puisque du coup, par conséquent, hein, les Anglais sont définitivement chassés de la quasi-totalité du royaume de France. Les Anglais ne possèdent plus que Calais tout en haut, au nord de la France, ici, et tout le reste appartient bel et bien au roi de France. Donc le domaine royal est considérable. Il s'étend du sud, ici aux Pyrénées, jusqu'au nord de la Seine, hein. Mais les autres duchés qui restent indépendants, comme le duché de Bourgogne, le duché de Flandre ou le duché de Bretagne, ne sont pas des alliés des Anglais, ils sont cette fois-ci sous la domination du roi de France. Donc on a véritablement un tournant avec Charles VII, grâce à son sacre qu'il a obtenu grâce à Jeanne d'Arc. Il est véritablement un roi de France avec un domaine royal considérable et un pouvoir politique considérable, puisqu'il a affaibli durablement les Anglais.